Descendre la pellicule filmée par Jean-Claude Lédin et nous aurons les images donc dans quelques instants. Ils ont pu aller beaucoup plus que la vitesse du son au large de Fécamp, mais dès lors qu'ils abordaient les côtes de Fécamp, ils ne pouvaient de toute façon franchir le mur du sang. Alors voilà, on voit d'ailleurs à l'image Thierry Guerrier prendre les bobines de film. Oui, mais Jean-Claude Lédin est en direct, on pourrait peut-être lui demander ce qu'il a ressenti, lui. Il court avec la cassette. Bon, on les voit en train de courir avec la cassette pour qu'on puisse avoir les images. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur le Catalina avec Emmanuel Ostian? Est-ce qu'il est en direct, Emmanuel? Non, il y a des problèmes. Nous avons des problèmes techniques, oui. Non, nous allons peut-être demander à Jean-Claude Lédin ce qu'il a ressenti, non, puisqu'il descend d'avion. Jean-Claude Lédin. Et il ne peut pas non plus. Eh bien, Antoine Guélaud, qui est de retour. Antoine Guélaud à Penzance. Antoine, ça y est, le jour est revenu pour vous. Oui, de retour dans vous la êtes lumière, moins sombre, là. Ah oui, il n'est plus minuit, il est de nouveau midi. Ça a été un spectacle extrêmement émouvant auquel vous avez assisté, d'ailleurs vous aussi. Et c'est vrai qu'ici, il y a plusieurs Britanniques qui ont essuyé une larme au moment de la nuit totale. Pendant 2 minutes 11, ici en Grande-Bretagne, ça a été la nuit totale. Maintenant, les personnes commencent à se disperser. Ils restent quand même sur la plage avec ces beaux souvenirs et ces photos qui, espèrent-ils, seront réussies. Michel Floquet. Fécamp, Michel Floquet, Fécamp. Ah, ben voilà, lumineux. Merci Charles. Oui, et bien, écoutez, évidemment, ici aussi, le jour est revenu, les bateaux rentrent, et en tout cas, il s'est passé quelque chose d'unique pendant cette petite nuit d'un peu plus de 2 minutes pour la fin. Le phare voilà, et sinon la température redevient normale, c'est-à-dire un peu plus clémente, et il fait meilleur, et il fait jour. Et le spectacle que nous a offert Fécamp était absolument, vous l'avez vu, pour antenne. Merci Michel, nous allons rejoindre un autre Michel, c'est à Fécamp cette fois-ci, pas à Fécamp pardon, c'est à Amiens cette fois-ci, pour voir comment se sont comportés les animaux. Nous rejoignons les deux Michel, Scott et Klein. Michel? Oui Jean-Claude, et bien ici l'effet a été un petit peu le même, une nuit très courte, très intense. Et les animaux, à peu près tous, ont réagi de la même manière. Ils se sont assoupis, ils ont eu un comportement, à peu près pour toutes les espèces qu'on a pu voir, un comportement d'animal au moment du coucher. Les loups derrière nous ont eu une réaction surprenante dès que la lumière est revenue, assez subitement d'ailleurs, ici dans le parc. Une espèce de réaction de sursaut. Et puis le leader des loups, le loup mâle qui commande un petit peu cette meute, a rassemblé tout le monde, a réveillé tout le monde. Du côté des animaux de la ferme, on a eu un petit peu la même chose, docteur Klein. Oui, eh bien, ici, les animaux ont nettement réagi comme pour un coucher de soleil. D'abord, les poules se sont groupées avec le coq présent par miel et se sont couchés nettement. On a vu progressivement comment elles allaient au poulailler. Et quant aux autres, les chèvres par exemple, elles ont été carrément immobilisées. Il y a les mouflons également. Et alors ce qui avait d'étonnant, c'est que j'apercevais de loin les singes sur l'île, que ce soit les attelles ou les lémuriens, en particulier les varilles, ils se sont carrément couchés. Et après, on a constaté qu'ils se levaient, ils se sont mis en activité, ils ont commencé à grimper et à manger. Ils ont vraiment fait une brève nuit, si je peux dire. Donc il y a eu nettement des réactions. La vache par contre, bon, elle était immobile, elle n'a pas tellement réagi, il n'y a pas eu tellement de réactions. Les ânes sont restés également immobilisés pendant l'obscurcissement. Voilà, et puis Jean-Louis Alfero qui est allé tourner d'autres images du parc dans d'autres endroits nous montrera ces images un petit peu plus tard. Il y a eu des réactions surprenantes, notamment les manchots qui sont aussi allés se coucher de manière très ostensible, mais ça a été un petit peu le cas pour tout le monde ici. Michel, merci. Alors nous allons évidemment sur notre point d'observation dans la zone de l'éclipse partielle, c'est-à-dire Paris avec Christian de Dadelsen. Malheureusement, nous avons un peu négligé parce que nous avons vécu l'éclipse totale, évidemment, sur tous les points de notre dispositif. Vous avez des excuses. Christian, c'est J moins combien derrière vous? Alors J moins 143, c'est l'occasion de rappeler qu'on est à la veille de l'an 2000. Cela dit, vous nous avez négligé, mais vous avez des excuses car on a eu un gros nuage noir au moment de l'éclipse. On l'a bien vu, cette éclipse partielle, un petit peu avant. Et puis surtout, l'éclairage public parisien et la Tour Eiffel se sont effectivement éclairés pendant, disons, 2-3 minutes.
Mais ça a été un peu la déception parce qu'on s'attendait à une nuit noire ici. Et en fait, c'était plutôt une belle soirée. D'ailleurs, je crois que vous étiez, les gens qui sont autour de moi étaient un petit peu déçus, non? Un petit peu, effectivement, mais on s'attendait à quelque chose d'un peu plus phénoménal et le spectacle a été quelque peu gâché par les nuages. On avait les pyjamas, mais tant pis. Ouais, non, on a eu juste droit à une très belle luminosité, mais bon, tant pis, ce sera pour plus tard. Donc Paris n'était pas forcément l'endroit idéal, mais le Trocadéro a été quand même très apprécié des nombreuses personnes qui étaient ici, ne serait-ce que par l'éclairage de la Tour Eiffel et l'éclairage public qui ont reconstitué la nuit pendant 2 minutes à l'heure de midi. En tout cas, sur le plan de l'éclipse totale, nous avons été placés à des endroits idéaux, puisque entre le sud-ouest de l'Angleterre en Cornouailles, puis avec Floquet, puis aux Eaux d'Amiens, et surtout à Reims, où nous avons eu une éclaircie parfaite quasiment au moment où l'éclipse totale se produisait, avec les avions, puisque Thierry Guerrier, je pense, a récupéré les bobines filmées par Jean-Claude Lédin. Ah bah il y a le Catalina qui est prêt déjà. Dans quelques secondes, nous aurons de toute façon ce que les 4 Mirage 2000 ont pu filmer de l'éclipse totale du Soleil à plus de 10 000, 8 000 mètres exactement d'altitude. Par contre, le Catalina, cette fois, peut être, je crois, excusez-moi mon cher Alain Gillot-Pétré, mais nous avons peut-être le Catalina en ligne avec Emmanuel Ostian. Emmanuel, je vous entends, Charles, je vous entends très bien. Oui. Écoutez, nous vous entendons très faiblement parce que vous savez que notre ami Jessie Norman a une voix extrêmement puissante. Mais nous vous voyons très bien. D'accord, une voix beaucoup plus puissante que la mienne. Eh bien, je peux vous dire qu'ici, nous avons perdu 20 degrés en l'espace de quelques secondes. Nous étions aux alentours de 20 degrés et brutalement, la température est tombée à 0 degré, voire même dans des températures négatives. À l'intérieur, tous les techniciens, l'équipage avaient le souffle coupé. Nous étions en train de surfer par-dessus des stratocumulus et nous étions... La sensation valait le détour. Bien. Alors nous avons fait venir Alain, Alain, vous avez été très bien à l'heure. Alors non, c'est l'équipe de Reims, de Météo France, qui a été formidable, qui a fait un travail énorme pour nous apporter des outils formidables. Non, il faut leur rendre hommage pour leurs prévisions. Pour leurs prévisions aussi. Ils étaient au rendez-vous en Les même temps que mauvais augures d'il y a 6 jours auraient mieux fait de se taire. Et vous n'allez pas donner les noms, vous n'allez pas donner les noms. Non, il y a eu trop de choses hurluberluesques qui ont été dites à propos de cette éclipse. Les scientifiques ont eu raison. Bravo, messieurs les scientifiques, aussi. Voilà. Et la Tour Eiffel est toujours là. Et Mir continue à tourner autour de la Terre. Continue à tourner avec un Français à bord. Nous l'aurons d'ailleurs en direct à sa descente de Mir dans quelques jours. D'ailleurs. Alors les hurluberlus auraient mieux fait de se taire. Très bien, on vous a bien entendu, Alain Gillot-Pétré. Voilà. Bon, alors, monsieur Ferrel et monsieur Philippe de la Cotardière, quel est l'intérêt? Évidemment, l'intérêt émotionnel d'une éclipse totale est évident, mais quel est l'intérêt scientifique d'une éclipse totale? L'intérêt scientifique, c'est qu'une éclipse totale, c'est le seul moment où on peut observer la couronne solaire. Or, la couronne solaire, elle a une importance très grande par les effets qu'elle a sur la Terre elle-même. C'est ce qu'on appelle la météorologie de l'espace. Et donc, l'éclipse totale, c'est le moment où on peut observer toutes les manifestations du champ magnétique sur le Soleil, par exemple. Et la France a construit un télescope dédié à ces observations-là qui se trouvent aux Canaries. Mais quels enseignements pratiques peut-on tirer justement de cette observation soulignée par M. Ferrel? Pour notre vie quotidienne. Mieux connaître le Soleil, vous savez, c'est mieux comprendre les relations entre le Soleil et la Terre, et c'est donc utile pour nous, terriens, habitants de la Terre, parce que nous savons que nous sommes sous l'influence du Soleil, pas seulement parce qu'il nous chauffe et nous éclaire, mais parce qu'il nous envoie tout un tas de particules, et l'activité solaire a certainement des influences que l'on ne connaît pas encore très bien. Nous parlions d'ignorer tout à l'heure, mais il faut savoir que le Soleil va complètement disparaître d'ici 5 millions d'années. Alors il va falloir trouver d'autres planètes pour aller vivre. Dans 5 milliards d'années. 5 milliards, pardon. Mais il y a aussi une chose qu'on n'a peut-être pas rappelée, c'est que dans environ 200 millions d'années, on ne pourra plus observer d'éclipse totale. Parce que la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 3 cm par an.
Et lorsqu'elle se sera suffisamment éloignée, c'est-à-dire à peu près dans 200 millions d'années, elle ne pourra plus provoquer une éclipse totale. Donc on n'observera plus que des éclipses annulaires. Dans 200 millions d'années. 200 millions d'années environ. Bon, ça nous laisse un peu de temps. On va vous parler, docteur. Vous avez vu que tout le monde, vous avez écouté, tout le monde a mis des lunettes, il n'y a pas eu de problème. Vous allez peut-être les retrouver en rentrant à l'hôpital. Et j'avoue avoir retiré les lunettes aussi pendant l'éclipse totale. Ah, voilà, vous avez retiré. Comment vous avez trouvé le spectacle? C'est grandiose. Ça aurait été dommage de garder les lunettes. Tout à fait, on voyait rien. Alors, est-ce qu'on peut demander si nous avons les images de l'avion que Jean-Claude Lédin a pu tourner? Est-ce qu'on peut déjà les avoir, s'il vous plaît? On ne peut pas encore les avoir. Mais nous regardons encore une fois ces images magnifiques. Est-ce qu'on peut nous les repasser? Est-ce que Jean Amado peut nous les repasser? On va les repasser, dit Philippe Perrault. On ne s'en lasse pas. On n'avait pas vu ça en France depuis 38 ans. Et on ne le reverra pas avant 82 ans dans notre pays. Ah oui, mais ce qui ne veut pas dire de toute façon qu'il n'y aura pas entre-temps des éclipses totales. Bien sûr. Il y en a une en Afrique l'année prochaine. Et les chasseurs d'éclipses se donnent déjà rendez-vous à Madagascar ou au Mozambique le 21 juin 2001 pour la prochaine éclipse totale qui, elle, ouvrira le 3e millénaire. Mais, Philippe Lacotardière, peut-on dire combien il y a d'éclipses totales par an dans le monde? Il y a au moins 2 éclipses de soleil par an, mais qui ne sont pas forcément des éclipses totales. Il y en a entre 2 et 7 par an. Alors, pendant que nous avons derrière nous Jessie Norman, c'est difficile de nous entendre, et nous allons faire un tour à la cathédrale Saint-Rémy, qui est pas loin d'ici à la basilique, où on entend en ce moment un concert qui est donné, un concert qui a été écrit spécialement pour la Lune. Une œuvre symphonique qui a été créée spécialement pour l'éclipse, donc auquel peuvent assister en ce moment les spectateurs qui sont à Reims. Alors Jean-Claude, nous allons tout de suite maintenant revenir sur la base militaire d'Évreux, puisque les 4 Mirage 2000 ont atterri, là. Que Jean-Claude Lédin, qui faisait partie de l'équipage et qui était dans son cockpit, a pu filmer l'éclipse totale à entre 8000 et 10 000 mètres, je pense. Donc il devrait avoir des images qu'on a. Il devrait en tout cas nous montrer ce qu'il a pu filmer et les commenter. Évreux, Thierry Guerrier, Jean-Claude Lédin. Oui, alors on était à 10 000 mètres à peu près au-dessus de Fécamp et le ciel était très clair et quelques minutes avant l'éclipse totale, il s'est assombri subitement